Bonjour, bienvenue à ce séminaire du SIX. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Brahim Boudarbat, qui est professeur à l'École de relations industrielles ici à l'Université de Montréal. M. Boudarbat a un doctorat en économie qu'il a fait à l'Université de Montréal. Est affilié à plusieurs grands réseaux de recherche en économie du travail, donc le CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le Institute for the Study of Labor, qui est situé en Allemagne, je pense. Oui. Le Centre Immigration et Métropole, donc du réseau Métropolis, et le réseau canadien de chercheurs sur le marché du travail et les compétences, qui est aussi situé à Vancouver, à l'Université de Colombie-Britannique. Donc, M. Boudarbat a une longue liste de publications dans différents domaines de l'économie du travail, mais aussi de l'économie de la santé. Donc, il a exploité plusieurs grandes bases de données, dont certaines sont accessibles ici au CIQSS. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. OK, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde, que ce soit ici ou à Laval, à l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette présentation pour la première fois dans le cadre d'un séminaire du CIQSS. J'ai beaucoup travaillé effectivement sur des bases de données dans des centres de données de recherche. J'ai commencé en Colombie-Britannique, à l'Université de la Colombie-Britannique. D'ailleurs, mon co-auteur, Lee Grenant, c'est le responsable des centres de données de recherche à Vancouver. Donc, c'est là où j'ai commencé. Puis après, quand j'ai déménagé ici à Montréal, j'ai continué mes recherches sur les données ici à Montréal, dans le CIQSS. Alors, comme c'est écrit, c'est un travail conjoint avec Lee Grenant. Donc, même si Lee Grenant est de Statistique Canada, les résultats ou les opinions qui sont exprimées dans le papier sont nos propres opinions. Ça ne reflète en aucun cas ce que pense Statistique Canada de l'enquête. Donc, c'est plus un travail indépendant qui n'a rien à voir avec les institutions auxquelles on appartient. Juste rapidement, comment on a commencé à travailler sur ce sujet qui me paraît très important. Souvent, on travaille sur des bases de données intéressantes, mais il y a certaines choses dans l'ombre, je dirais, qu'on ne voit pas, auxquelles on ne paye pas souvent, on ne donne pas beaucoup d'attention. Dans le problème de la perte de l'échantillon au fur et à mesure qu'on avance dans un panel. Souvent, on commence par un nombre, puis on finit par un nombre moins important, donc moins élevé. Et en tant que chercheur qui travaille sur ces bases de données, souvent, on va utiliser certaines façons pour faire face à ce problème-là sans aller plus loin pour comprendre exactement quelle est la source et quelles sont les conséquences de ce problème de perte d'une partie de l'échantillon. Alors, quand j'ai obtenu mon doctorat ici à l'Université de Montréal, mais j'ai fait un postdoc à l'Université de la Colombie-Britannique et c'est là où j'ai eu l'occasion de travailler dans le centre de recherche là-bas. Et j'avais commencé d'abord à travailler sur un projet sur les rendements de l'éducation. Puis, c'était avec Thomas Lemieux et Craig Riddle. Puis on se demandait quelles sont les bases de données qui sont les plus appropriées et parmi lesquelles qui étaient disponibles, c'est l'enquête sur la dynamique du travail et des revenus. On était un peu hésitant à l'utiliser, puisqu'on a entendu qu'il y a un problème d'attrition ou de non-réponse. Ça peut poser un problème. Ça ne veut pas dire que le problème existe, mais quelqu'un qui veut utiliser des données peut se poser des questions de ce genre-là. Est-ce que la non-réponse et l'attrition sont importantes? Est-ce qu'ils ont des conséquences? Et ainsi de suite. Surtout des gens qui utilisent des données pour ressortir des conclusions ou des recommandations qui peuvent avoir un impact sur des politiques publiques ou sur les connaissances de façon générale, que ce soit académique, que ce soit d'ordre pratique, qu'utilisent les praticiens. J'avais aussi une fois parlé à David Green, on parlait de l'enquête, puis il me dit, j'ai l'impression que l'enquête sur la dynamique du travail, des revenus, sous-estime la population qui est en bas de la distribution des revenus. Donc, on a l'impression que la population à faible revenu est mal représentée, sous-représentée dans l'échantillon. Et là, ça a commencé à venir dans ma tête, aller voir pourquoi on parle
de ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a analysé, et ainsi de suite. Puis j'en ai parlé à Ali et c'est à partir de là que notre collaboration a commencé, qu'on a défini ce sujet-là, attrition et non-réponse. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la non-réponse est bien étudiée par les méthodologistes de Statistique Canada. Donc, c'est un sujet qui est bien traité, bien analysé. Statistique Canada a les ressources nécessaires, les plus qualifiées possibles pour faire ce genre de travail, pour nous fournir des données de qualité supérieure, etc. Donc, moi, je ne discute pas ce point-là. On ne porte pas de jugement sur la qualité de la base de données. C'est juste qu'on essaye d'analyser un point particulier. Donc, pousser un peu plus l'analyse de ce problème-là, en analysant un peu les caractéristiques de ces gens-là qui décident, pour une raison ou une autre, de quitter l'échantillon et voir quelles seraient les conséquences par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Ça commence un peu à être ancien. On a commencé à peu près comme 4-5 ans. Donc, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. On a fait une première présentation en 2005, un symposium organisé par Statistique Canada à Ottawa, donc symposium méthodologique, quelque chose comme ça. Donc c'est un symposium international, c'est la première fois qu'on a présenté ce papier. C'est un papier qui n'est pas nécessairement fini, on a toujours des idées pour aller plus loin. Il faut que, comme je ne suis plus à Vancouver, ça devient un peu difficile de travailler à distance, mais sinon, ça reste toujours un état qui n'est pas final. Donc, on souhaite toujours travailler davantage sur ce papier-là. Mais comme vous allez voir, on a quand même des choses intéressantes qu'on aimerait présenter à vous et au public de façon générale. Alors, quelles sont les motivations dans notre étude? Bon, chaque fois que vous travaillez sur un panel, sachez qu'il y a inévitablement un problème de non-réponse. Okay? Problème de non-réponse ou d'attrition. Des fois, quand je parle de non-réponse, ça inclut aussi des gens qui attritent, si vous voulez, c'est correct. C'est des gens qui ne sont pas accessibles. Okay? Donc, on va voir tout à l'heure quels sont les types de non-réponse qu'on pourrait avoir. Donc, quelle que soit l'enquête, que ce soit celle dont on parle aujourd'hui ou d'autres, ou ça peut même être une coupe transversale, il y a toujours un problème de non-réponse. Okay? Donc, on commence par un échantillon, le tir d'une base de sondage particulière, puis après, on s'en va sur le terrain pour aller chercher ces gens-là. Il y a toujours un pourcentage qu'on n'arrive pas à rejoindre. Okay? Qu'on n'arrive pas à rejoindre, ou qu'on arrive à rejoindre, mais on n'arrive pas à avoir l'information. Okay? Donc ça, c'est un problème général, commun à toutes les enquêtes. Il n'y a pas vraiment façon d'arriver à un taux de réponse de 100%. Okay? Donc c'est tout à fait normal. C'est comme un peu dans les élections, il n'y a jamais un taux de participation de 100%. Il y a toujours un taux de non-participation. Ça peut être important, ça peut être ne pas être important. Ce qui nous intéresse, nous, ici, ce n'est pas nécessairement le taux, c'est combien, mais quelles sont ses conséquences. C'est un peu si on parle toujours des élections. Vous dites il y a 60% qui ont participé aux élections. Voilà le résultat. Donc, voilà la personne qui a été élue. Voilà le Parlement qui en ressort, et ainsi de suite. Vous posez la question, si tout le monde avait participé aux élections, quel aurait été le résultat? Est-ce que ça allait changer ou non? Donc, on parle par exemple des États-Unis. Barack Obama a été élu, mais pas avec un taux de participation de 100%. Alors, on se pose la question, si tout le monde avait participé aux élections aux États-Unis, est-ce que Barack Obama allait être toujours élu? S'il allait être élu, dans ce cas-là, peu importe combien de personnes ont participé, puisque le résultat ne change pas. Maintenant, si vous me dites non, il a été élu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voté, ces gens-là n'aiment pas nécessairement Barack Obama. S'ils avaient voté, ils allaient voter pour McCain, et ainsi de suite. Vous voyez que le résultat allait changer en fonction des gens qui participent. Là, on commence à se poser des questions sur la validité des votes, si vous voulez, ou des résultats qui ont été obtenus parce qu'il est basé seulement sur une proportion d'électeurs qui avaient des caractéristiques particulières envers le candidat qui a été élu. Ça n'aurait pas été le cas si tout le monde avait participé. Donc là, on commence à se poser la question et on dit maintenant, est-ce que la personne qui a été élue, est-ce qu'elle est choisie par tout le peuple, par tous les électeurs? Donc là, on voit que ça pourrait ne pas être le cas. Donc on commence un peu à se poser la question, est-ce que c'est un problème important? Est-ce que ce n'est pas important? Donc là, comme j'ai écrit, faut-il se soucier de ce problème-là?
Comme on va voir tout à l'heure, des fois c'est important, des fois c'est pas nécessairement important. Donc, il y a le taux de non-réponse lui-même, qui peut être une source de problème, mais il y a aussi, comme on va voir tout à l'heure, ce qui est plus important dans les enquêtes, et la source la plus inquiétante, c'est la différence entre les gens qui répondent et les gens qui ne répondent pas. Quand vous avez une différence importante, là, les conséquences vont être plus importantes. Et donc, s'il y a un biais ou s'il y a une affectation des résultats, ça va être de plus en plus importante au fur et à mesure que les deux groupes s'écartent. Si les deux groupes sont homogènes, il n'y a aucune différence entre les répondants et non répondants, le taux de réponse devient très marginal, secondaire. Ce n'est pas important. Du moment que vous avez 100%, 90%, 80% de répondants, si ça n'affecte pas votre résultat, ça devient moins important. Okay? Donc, ce qui va être le plus important, c'est l'écart entre les gens qui répondent et les gens qui ne répondent pas. Donc faut-il se soucier de ce problème? Pour répondre à cette question, il faut aller chercher quels sont les déterminants de la non-réponse. Et lorsqu'on va aller chercher les déterminants de la non-réponse, on va toujours la faire par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Vous pouvez avoir le même panel, étudier quelque chose de particulier, disons le revenu. Sur le revenu, peut-être la non-réponse n'a pas d'importance. Mais si vous changez de sujet, vous voulez étudier, je ne sais pas, un comportement au niveau de la santé ou un comportement social ou politique, comme vous voulez, la non-réponse pourrait être importante. Donc, en utilisant le même panel, en changeant de variable d'intérêt, les conséquences peuvent changer aussi. Donc, lorsqu'on étudie la non-réponse ou l'attrition, on doit toujours spécifier par rapport à quoi. Ça peut être important comme ça peut ne pas être important. Quand on a commencé à regarder un peu les études qui ont été faites sur les non-réponses dans les panels, premièrement, on a constaté qu'il n'y avait pas d'études au Canada. Okay? Sur les panels canadiens ou québécois, je crois que non. Mais il y a quand même des études qui ont été faites aux États-Unis et en Europe. Il y avait même un numéro spécial de Journal of Human Resources qui a été consacré spécialement à cette question. C'était en 1998. Il y avait des études qui ont été faites dans toutes sortes de revues, que ce soit des revues statistiques, des revues de la santé, des revues de sociologie. Donc, on était conscient quand même de ce problème et on a essayé d'étudier ses conséquences. Donc, ici, comme j'ai amené quelques citations des articles qu'on a consultés, la plupart des articles sont d'accord que la disponibilité de données de panel, c'était quand même un développement majeur pour les sciences appliquées. Et avant, on utilisait souvent des courbes transversales. Là, avec le temps, plusieurs pays ont mis en place des panels et ça a été quand même un développement important parce qu'avec les données de panel, on était capable d'étudier certains phénomènes qu'on ne pouvait pas faire avec les courbes transversales. Entre autres, on était capable de tracer des histoires, suivre des dynamiques de variables, et ainsi de suite. Ça donne des résultats plus précis, et ainsi de suite. Sauf que la plupart vont toujours poser la question, vont toujours faire la remarque, comme quoi il y a un problème potentiel qui pourrait être important, qui est dû au fait que certaines personnes ne restent pas dans l'échantillon dans le temps. Parce que le panel, c'est quoi? On commence, puis on revient sur le même échantillon après un an, après quelques mois, après 2 ans, et ainsi de suite. On va voir tout à l'heure, à travers les exemples, les panels vont différer selon la durée, selon le nombre de passages, et ainsi de suite. Donc, ici, comme vous voyez dans la première citation, c'est que le problème, c'est que la non-réponse, c'est un comportement. Vous pouvez la voir comme une décision. La personne décide de participer ou ne pas de participer à l'enquête. Et s'il décide de participer ou ne pas participer en relation avec ce qu'on va lui poser comme question, ça devient sélectif. Okay? Si quelqu'un, dit, moi, je ne participe pas à une enquête, je ne participe jamais à des enquêtes, peu importe ce que vous allez me demander. Donc ça, c'est un comportement donc général qui ne dépend pas de l'enquête elle-même. Mais si quelqu'un ne participe pas à l'enquête parce que vous allez lui poser des questions sur, je ne sais pas, le revenu ou l'emploi, ou parce qu'il a des comportements qui affectent ce que vous allez poser comme question, là, ça devient un peu sélectif, ça introduit ce qu'on appelle un biais de sélection. Okay? La deuxième citation, c'est que il y a une inquiétude
dans le sens où on pense que les gens qui ne participent pas à l'enquête peuvent avoir des caractéristiques, peuvent avoir une situation qui diffère de celle des gens qui participent à l'enquête. Donc, ils peuvent avoir des caractéristiques particulières. Ils ne sont pas facilement retrouvables, sont très dynamiques, ne coopèrent pas avec les enquêteurs et ainsi de suite. Mais comme on va voir tout à l'heure, ce n'est pas ça ce qui est important, c'est que si ces caractéristiques ont un lien direct ou indirect avec ce que vous êtes en train de mesurer, c'est là que ça devient problématique. La troisième aussi, on voit que le fait d'avoir des données transversales ou longitudinales, c'est très important. Ça facilite les analyses empiriques à travers le temps. Sauf que ça pose la question, est-ce que la participation ou non-participation est aléatoire ou non pas aléatoire? Okay? Quand on dit aléatoire, ça veut dire ça peut arriver à n'importe qui dans l'échantillon. Okay? Non aléatoire, ça veut dire que ça concerne certaines personnes particulières, pas tout le monde. Ou la probabilité qu'une personne participe à l'échantillon, ça peut dépendre de certaines caractéristiques de cette personne. Si c'est le cas, ça devient plus aléatoire. Alors, si la non-participation n'est pas aléatoire, si elle est définie par certains ou déterminée par certaines caractéristiques personnelles, alors là, ce que va avoir comme conséquence, c'est que l'échantillon n'est plus représentatif de la population de départ. Okay? Vous tirez un échantillon qui est représentatif. Cet échantillon s'érode avec le temps, donc se diminue, se rétrécit avec le temps. Et si les gens qui quittent l'échantillon sont particuliers, diffèrent des gens qui restent dans l'échantillon, là, vous avez un peu un échantillon qui s'éloigne de l'échantillon de départ et donc qui devient de moins en moins représentatif de la population que le panel est supposé représenter. Okay? La dernière citation ici, encore aussi, on dit que le problème, ce qui arrive, c'est que quand vous avez des problèmes de réponse, vous n'affectez pas seulement les variables elles-mêmes. Disons, si vous mesurez le revenu ou le taux de chômage, je donne comme exemple, quand vous avez des personnes qui quittent l'échantillon, vous n'affectez pas seulement la valeur du taux de chômage, vous le surestimez ou sous-estimez, ou le revenu moyen, mais vous pouvez affecter aussi les relations entre les variables. Donc, vous pouvez affecter aussi la relation entre l'éducation et le revenu, par exemple, ou la relation entre le taux de chômage et le niveau de scolarité. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas seulement se poser la question quelle aurait été la valeur si tout le monde est resté dans l'échantillon, mais aussi quelles auraient été les relations entre les variables. Parce que la plupart des temps, ce qui nous intéresse, c'est les relations entre les variables. Okay? Parce qu'on étudie des déterminants et ainsi de suite, c'est des relations. Donc, si ces relations sont aussi affectées, ça peut être important. Alors, lorsqu'on va analyser l'attrition, on va aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on veut voir? Est-ce que c'est le niveau de variables, aussi les relations, les corrélations entre les variables aussi. Donc, les deux peuvent facilement être affectés. Je vais vous revenir tout à l'heure avec un exemple. Alors, nous, ce qu'on s'est posé la question, c'est où se situe l'enquête sur la dynamique du travail et des revenus par rapport à ces questionnements? Est-ce que l'attrition et la non-réponse sont aléatoires dans l'enquête sur la dynamique du revenu du travail? Est-ce que ça crée un biais par rapport à des variables d'intérêt? On va choisir deux, on va y revenir tout à l'heure. Partant de la constatation qu'on a, pour le deuxième panel qu'on va utiliser, c'est que l'enquête sur la dynamique du revenu du travail, ça prend des panels conçus pendant 6 ans. Il y a des passages chaque année. Bon, il y a 2 passages par vague, mais la vague, c'est l'année. Et donc, il y a 6 passages. Il y a 6 vagues. À l'intérieur de chaque vague, il y a 2 passages, etc. Si vous prenez le deuxième panel, on a quand même un taux de non-réponse et d'attrition combiné de 22%. Donc, c'est le 5e de l'échantillon. Et on peut dire, est-ce que si vous prenez l'échantillon de départ par rapport à l'échantillon de la fin, où il manque le 1/5e de l'échantillon de départ, là vous posez la question, est-ce qu'on est toujours aussi représentatif à la fin comme on l'était au départ? Et ainsi de suite. Donc c'est évident qu'on se pose la question que 22%, c'est pas peu.
mais je dirais que ce n'est pas beaucoup non plus par rapport à ce que j'ai vu comme des panels. Il y a des panels où on perd plus de 50% de l'échantillon. Mais 22%, ça reste quand même. Maintenant, est-ce que c'est un taux de non-réponse normal, inévitable? Ça, c'est une autre question à vérifier avec les méthodologistes de Statistique Canada. Alors, si vous allez sur le site de CIUQSS, vous avez une liste, vous avez l'accès aux données, puis après, on vous pose la question, est-ce que des enquêtes longitudinales ou transversales? Et puis là, si vous cliquez sur l'étude longitudinale, vous avez cette liste, l'enquête sur la dynamique des revenus de travail, l'enquête auprès des jeunes en transition, l'enquête longitudinale auprès des immigrants, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs études, puis à la fin, il y a l'étude longitudinale du développement des enfants au Québec. Ça, c'est au niveau de Statistique Québec, etc. Mais c'est les enquêtes. Alors là, si vous lisez les titres, c'est des enquêtes qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne sont pas conçus de la même façon. Ils n'ont pas nécessairement le même nombre de vagues, le même nombre de passages, ils n'ont pas nécessairement la même durée, la durée entre les passages n'est pas nécessairement la même, et ainsi de suite. Donc, chaque panel pourrait être conçu de sa façon, et il peut chercher à mesurer certaines variables qui nécessairement ne sont pas les mêmes entre les panels. Donc, il y a quand même un nombre assez important de panels canadiens ou québécois. Et chaque panel ici fait face à un problème d'attrition et de non-réponse. Ils ont tous le même problème. Okay? Ce qu'il faut signaler ici, c'est que lorsqu'on va voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter à des problèmes d'attrition et de non-réponse dans les panels, il y a aussi ce qu'on appelle les enquêtes rétrospectives. On parle de une enquête longitudinale. Donc, c'est un passage répété. On revient après une certaine période au même échantillon. Donc, on revient une fois, deux fois, trois fois. Une enquête transversale, donc il y a un seul passage. Donc, on appelle aussi en coupe transversale. On fait une enquête, puis c'est fini. Il n'y a pas un retour. Mais il y a aussi l'enquête rétrospective. L'enquête rétrospective, vous pouvez toujours construire de la même façon qu'un panel, mais juste poser des questions sur l'histoire. Donc, vous pouvez dire à la personne quel était votre revenu il y a 5 ans, quel était votre revenu il y a 4 ans, il y a 3 ans, et ainsi de suite. Vous pouvez reconstituer des données historiques de la même façon qu'avec un panel. Sauf que le problème avec les enquêtes rétrospectives, donc, premièrement, il y a un problème de mémoire. Ce n'est pas nécessaire que les gens se rappellent exactement des événements qui sont arrivés dans le passé. Donc, ils font face. Leur premier problème, c'est un problème de mémoire. Donc, on n'arrive pas à retracer correctement les événements dans le temps, dans le passé. Mais ce qui est important ici, c'est que vous posez des questions à des gens qui sont là aujourd'hui, okay, par rapport au passé. Je vous pose une question, je vous donne un exemple. Supposons que vous voulez voir un peu l'évolution de la situation des immigrants durant les 5 dernières années. Si je prends un échantillon aujourd'hui, puis je commence à lui poser des questions sur les 5 dernières années, c'est sûr que je vais rater tous les immigrants qui étaient là et qui ne sont plus là. Donc, c'est ça l'avantage d'un panel, c'est que vous suivez les gens avec tous ces développements qui se font, des gens qui quittent le Canada, des gens qui sont décédés ou qui se retrouvent dans des situations différentes. Donc, à la différence d'une enquête rétrospective, c'est des gens qui sont là aujourd'hui, et donc c'est conditionnement à être là aujourd'hui que vous allez poser des questions sur le passé. Alors maintenant, juste pour vous donner une idée, on a dit qu'il y a 22% de taux de non-réponse dans l'enquête sur la dynamique des revenus du travail. Là, si on regarde quelques panels, il y a celui-là, l'enquête sur l'établissement des nouveaux immigrants, c'est au Québec, qui a commencé en 1990 et qui a fait un passage 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, puis 10 ans après. Donc vous voyez que c'est un panel un peu irrégulier. On commence un peu 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après on attend 7 ans pour faire le dernier passage. En fait, le dernier passage ici n'était pas prévu initialement. C'était après qu'on a dit peut-être il faut retourner et aller voir encore ces gens-là, qu'est-ce qui leur est arrivé. Le problème, c'est que lorsque vous ne prévoyez pas un passage, vous ne gardez pas nécessairement le contact avec les gens. Parce que si vous allez faire un passage, vous essayez de maintenir le contact,
vérifier que les gens sont toujours là. Et donc ça peut expliquer le fait qu'après 10 ans, on se retrouve avec 429 entrevues alors qu'au départ, on avait fait 1000. Donc vous avez un taux de non-réponse d'à peu près donc 58, 53, 57%. Donc il y a une perte de l'échantillon de 57%. Maintenant, si vous étudiez l'intégration des immigrants, est-ce que l'échantillon que vous avez après 10 ans, est-ce que ça représente réellement la situation des immigrants qui sont arrivés en 1989? Parce que là, le panel reste toujours lié à la population de départ, qui est ici les immigrants qui sont arrivés en 1989. Maintenant, si vous pensez que les gens qui avaient de bonnes chances d'emploi sont restés, des gens qui n'ont pas de bonnes chances d'emploi, qui ne trouvent pas d'emploi, sont allés en Ontario, en Alberta, là, vous perdez des gens, vous perdez de l'information sur l'emploi. Et ce n'est pas n'importe quelle information, mais c'est des gens qui ne sont pas employés au Québec, qui ne sont pas employables au Québec, si vous voulez, puis qui sont allés dans d'autres provinces. Si vous avez des gens qui retournent chez eux, qui ne sont pas bien intégrés, qui n'aiment pas la vie ici, puis qui s'en vont, là, vous allez vous retrouver avec un échantillon qui était en mesure de rester au Québec et de s'intégrer au Québec après 10 ans. Et vous perdez le reste qui, lui, avait des problèmes d'intégration. Et par conséquent, on va avoir tendance à surestimer la réussite des immigrants au Québec. Donc, on commence par 1000. Déjà, après un an, on perd 271. Vous voyez, après 3 ans, déjà, on a perdu la moitié de l'échantillon. Donc, c'est un taux de non-réponse qui est assez important. L'enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada, c'est un peu une enquête très populaire ici. C'est une enquête qui comprend 3 vagues, donc 3 passages, 2 ans entre les passages. On commence par 12 000 nouveaux immigrants qui sont arrivés à peu près depuis environ 6 mois avant avril 2001, entre avril 2001 et mai 2002. Puis 2 ans après, on a perdu donc à peu près 3 000 observations. 2 700 sont déjà perdus à travers le temps. 2 ans après, donc vous voyez qu'on est rendu à 7 716. On commence avec 12 000, puis on se retrouve avec 4 300 observations de mois. Alors, j'ai mis entre parenthèses pourquoi certaines personnes n'ont pas été retrouvées. Alors ici, on va commencer à parler de non-réponse. Donc, non-réponse, c'est quelqu'un qui... non-répondant, c'est quelqu'un qui a été localisé puis il refuse de répondre. C'est aussi facile que ça. Il y a des gens qui, comme la participation est volontaire, donc vous ne pouvez pas obliger la personne à répondre. Vous pouvez dire, bon, vous avez été retenu dans l'enquête, on sollicite votre participation. Vous pouvez le motiver par toutes les paroles que vous voulez, ou des raisons, de l'importance de faire l'enquête, etc. Mais ça reste à la personne de donner son acceptation de participer. S'il ne veut pas, donc si on voit qu'il y a 800 personnes qui refusent de participer, puis il y a 163 qui sont hors du champ de l'enquête. Alors, hors des champs de l'enquête, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas éligible à l'enquête. Il ne devrait pas faire partie de l'enquête parce que soit il a déménagé hors du Canada, par exemple, ou il est allé dans les territoires du Nord, où il est hospitalisé, où il est incarcéré, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle les personnes institutionnalisées. Puis il y a ce qu'on appelle les cas non résolus. Donc ça, c'est un peu, je donnais l'explication. C'est ceux qui sont identifiés à l'étape de la collecte pour lesquels il n'y a aucun contact avec l'immigrant sélectionné. Aucun renseignement n'a été recueilli permettant de le repérer. Bon, ça, c'est un peu des questions qui se posent sur le terrain. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est les gens qui refusent de répondre et c'est les gens qui se retrouvent hors du champ de l'enquête, parce que quand vous quittez le champ de l'enquête, surtout si vous déménagez hors du Canada ou dans les territoires, ça peut être en liaison avec les objectifs de l'enquête. Les objectifs de l'enquête ici, si vous vous intéressez à l'emploi des immigrants, puis ceux qui ne trouvent pas d'emploi vont retourner chez eux, vont aller aux États-Unis, ainsi de suite, là, vous êtes en train de créer des distorsions sur la valeur emploi. Je vais retourner. Si vous regardez l'enquête nationale auprès des diplômés, c'est une enquête sur laquelle j'ai beaucoup travaillé.
Là, c'est un panel, mais c'est un panel très court en termes de passage. Il y a seulement 2 passages. Le premier se fait 2 ans après l'obtention du diplôme postsecondaire et le deuxième se fait après 5 ans de l'obtention. Donc, 2 ans, puis 3 ans après, ça donne 5 ans. Si vous regardez le dernier panel, c'est l'enquête de suivi de 2000, il y a un taux de réponse de 80,5%. Donc, on a perdu 31,5% de l'échantillon. Et même s'il s'agit de diplômés post-universitaires, qu'on suppose devrait être plus localisable que les autres, mais il y a quand même un taux de non-réponse important. Si on regarde dans certains pays, comme en Grande-Bretagne, l'enquête longitudinale sur la santé, le style de vie, si vous voulez, c'est un panel qui a 2 vagues, en 84, 85, 91, 92. Il y a 3 passages à chaque vague, mais comme vous allez constater, excusez-moi, il y a des taux de non-réponse assez élevés. Si vous regardez ici en bas, le panel, au départ, commence avec un taux de non-réponse assez important. Le quart de l'échantillon déjà n'a pas été localisé au départ. Et même parmi ceux qui ont été localisés au départ, les 9000, il en reste 3817. Donc, c'est un taux de réponse de 42%. Au bout de 5 ans, hein, ce n'est pas beaucoup. Comparativement à l'enquête sur la dynamique des revenus, on a 22% au bout de 6 ans. C'est très élevé par rapport aux 42%, aux 58% au bout de non-réponse, au bout de 5. Ici, au bout de. Non, pardon, ici, c'est au bout de 7 ans. 7 ans. Donc, ici, un peu, les panels vont aussi différer sur la façon avec laquelle ils vont collecter l'information. Ici, dans cette enquête, il y a une entrevue qui est faite par au téléphone au départ. Puis après, il y a une infirmière qui visite les gens chez eux pour faire des mesures, la taille, le poids, et ainsi de suite. Puis après, on laisse un questionnaire à la personne pour le remettre par la poste, etc. Donc il y a 2 vagues, mais dans chaque vague, il y a des passages. Donc, vous voyez que la façon dont on conçoit les panels, ça peut différer selon les objectifs ou selon les pays aussi. Il y a une enquête aussi, celle-là est internationale, c'est l'enquête European Community Household Panel. Il a inclus 14 pays européens. Il y a 5 vagues, ça a commencé en 1994, puis il y a un passage chaque année, ça se termine en 1998. Donc l'un des objectifs de ce panel, c'est de faire des comparaisons au niveau de faibles revenus, pauvreté, et ainsi de suite, entre les 14 pays. Ce qu'on a ici, ce qui est très important ici, c'est donc on a un taux de non-réponse, ce qu'on appelait non-participation, de 35,6%, donc un peu plus que l'un tiers de l'échantillon est perdu à la fin. Mais remarquez ici aussi qu'il y a une grande disparité entre les pays. Donc un taux de non-réponse faible au Portugal, une plus grande participation, il y a une tendance à coopérer avec les enquêteurs, mais en Irlande, donc c'est presque la moitié qui est perdue. Maintenant, si vous dites, moi je veux faire des comparaisons entre les pays, mais les taux de non-réponse ne sont pas les mêmes, ne sont pas nécessairement expliqués par les mêmes facteurs, est-ce que mes comparaisons restent valides ou non? Vous avez une enquête aussi sur la contraception. Ça, c'était une enquête en France. Donc, ils sont allés voir les pratiques de contraception sur les femmes. Et donc, on voit qu'il y a un tiers d'échantillon qui est perdu. C'est plus élevé au début, puis ça baisse un peu avec le temps. Généralement, les taux de non-réponse sont trop élevés la première année. Puis, au fur et à mesure, ça commence à baisser parce que les gens qui quittent, c'est des gens qui ne vont pas participer. Les gens qui restent, c'est des gens qui vont participer. Donc, alors maintenant, regardons de façon un peu théorique, c'est quoi l'importance de ce problème de non-réponse. Alors imaginez, vous commencez avec un échantillon de taille initiale de taille n, et vous cherchez à estimer une moyenne yn ou une proportion yn. Ça peut être le taux d'emploi, ça peut être le salaire moyen, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, vous tirez un échantillon initial. Lui, l'échantillon initial,
Donc, on utilise toutes les connaissances méthodologiques qu'on a pour avoir un échantillon représentatif de la population. Okay? De la population à partir de laquelle est tiré cet échantillon. Là, ce qui arrive à la première vague, ça peut être une seule vague dans le cas d'une courbe transversale. Dans le cas d'un panel, il va y avoir au moins une deuxième vague. Dans la première vague, vous avez des gens qui ne répondent pas. Donc, ils sont au nombre de YNR. Puis la proportion est de YNR. Je l'appelle YNR. Donc, ça, c'est la proportion à laquelle on s'intéresse. Cette proportion, on ne la connaît pas, bien sûr, parce qu'on n'observe pas ces gens-là. On connaît leur nombre, mais on ne connaît pas la valeur de Y dans ce groupe-là. Puis, vous avez les gens qui restent dans l'enquête, ils sont au nombre de NR, et la proportion est observée dans ce cas-là, est égale à YR. Puis, on va faire un deuxième passage après, puis la même chose va se répéter, des non-répondants puis des répondants. Il y a des panels où on va aller chercher les non-répondants, puis on va essayer de les avoir encore en deuxième vague. Mais il y a des panels où on va s'intéresser uniquement aux répondants à la première vague, et on va essayer de les avoir à la deuxième vague. Donc des fois, il est possible d'aller récupérer des non-répondants dans une vague suivante. Des fois, il n'est pas possible. Ou des fois, il y a des enquêtes qui vont dire, nous, moi, je vais continuer uniquement avec les gens qui répondent. Donc, si je vais aller à une vague suivante, je prends seulement les gens qui répondent à la vague actuelle. Alors maintenant, c'est quoi l'impact ou l'effet des non-réponses? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Alors, premièrement, j'observe la proportion dans l'échantillon qui répond. Elle est égale à la proportion dans l'échantillon initial, c'est elle qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait l'enquête, pour observer la proportion ou la moyenne d'une variable Y dans l'échantillon initial, plus un certain biais. Okay? Alors, lorsqu'on parle d'attrition et de non-réponse, c'est qu'on va aller voir quelle est l'importance de ce biais-là. Okay? C'est de combien s'écarte ce que j'observe chez les répondants par rapport à ce que j'ai essayé ou ce que j'ai voulu observer à travers mon échantillon initial. C'est-à-dire, la moyenne chez les répondants est égale à la moyenne dans l'échantillon initial plus un BI. Maintenant, si vous regardez le BI, il va dépendre de deux choses. Premièrement, il dépend des taux de non-réponse. Le taux de non-réponse, bien sûr, si vous avez un taux de non-réponse élevé, donc ça va créer plus de billets. Donc le billet est positivement lié au taux de non-réponse. Ça, c'est évident, donc, en quelque sorte. Mais ce qui est important ici, c'est que ça dépend aussi de l'écart entre le groupe des répondants et le groupe des non-répondants. En fait, moi, je pense que c'est l'élément le plus important ici. En fait, si vous avez... si les répondants et les non-répondants ont la même proportion, ont les mêmes caractéristiques, sont homogènes, deux groupes homogènes, alors vous allez voir que ça va être égal à 0. Et dans ce cas-là, quel que soit le taux de non-réponse, ça n'a aucune importance. Okay. Inversement, si vous avez le YR qui est différent de YNR, dans ce cas-là, c'est sûr que le taux de non-réponse devient un pondérant ou un poids qui va donner un billet plus ou moins élevé. Si l'écart existe entre les répondants et les non-répondants, alors il va être pondéré par le taux de non-réponse. Maintenant, si vous avez un écart très important, mais taux de non-réponse très faible, ça devient aussi moins important. Donc deux choses, taux de non-réponse, c'est important, mais il dépend aussi, son effet dépend de l'écart entre le groupe des répondants et des groupes des non-répondants. Comme j'ai dit au début, le YR moins YNR, c'est l'écart entre les répondants et les non-répondants, ça peut ne pas concerner nécessairement une proportion. Disons par exemple, je ne sais pas, supposons que vous intéressez au revenu moyen, par exemple, au salaire moyen. Donc, si le salaire moyen est différent, chez les non-répondants est différent de celui des répondants, il va y avoir un billet. Mais supposons que
les deux, c'est différent. Donc, les non-répondants n'ont pas le même salaire moyen que les répondants, mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, disons par exemple, c'est l'écart entre les niveaux d'éducation, les rendements à l'éducation. Alors, supposons que les deux groupes n'ont pas le même moyen de revenus, mais présentent exactement la même structure en termes d'écart entre les niveaux d'éducation. Présentent une même structure dans le sens où les deux groupes présentent les mêmes rendements à l'éducation. Alors moi, si je m'intéresse uniquement au rendement d'éducation, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait des écarts au niveau du salaire moyen. Okay? Donc vous voyez que ça dépend exactement mesurer l'effet des non-réponses par rapport à quoi. Okay? Si je m'intéresse au salaire moyen, ça peut avoir un effet. Mais même s'il y a une différence de salaire moyen, il se peut que ce soit peu important si moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, disons, les rendements à l'éducation. Alors, si on regarde rapidement, c'est quoi les déterminants et les conséquences de la non-réponse, en utilisant en se référant à la littérature sur le sujet. Alors, il y a un facteur qui revient souvent dans toutes les enquêtes, quelles que soient les enquêtes, quels que soient les panels, si vous voulez, c'est le statut socio-économique des personnes. Okay. Les gens à faible revenu, les jeunes en général aussi, les gens qui sont faiblement attachés au marché du travail, ce sont souvent des gens qui ne restent pas dans l'échantillon, okay, qui sont difficilement joignables. Okay. Vous pouvez dire ces gens qui ne sont pas nécessairement très coopératifs dans les enquêtes. Okay. Donc le statut économique, notamment le revenu, donc les gens de faible revenu, c'est des gens qui posent le plus de problèmes dans les enquêtes de panel. Ce sont les gens qui ne restent pas longtemps. Il y a les caractéristiques personnelles aussi. Ça, c'est plus une personne, est-ce qu'elle est... je ne sais pas comment dire. On va voir tout à l'heure où certains chercheurs pensent aussi d'un côté un peu plus psychologique, sociologique, et ainsi de suite. Des gens qui ont des problèmes de communication, par exemple, qui ne parlent pas bien, etc. Ils n'ont pas tendance à participer à quoi que ce soit. Donc, là où il y a parler, où ils doivent communiquer des choses, ils ne vont pas participer. Ils ne participent pas à des entrevues d'emploi, ils ne participent pas à des enquêtes, ils participent pas. Donc, c'est tout à fait normal que ça arrive à ces gens-là. Et puis, avoir des gens qui sont tout le temps occupés, ils ne sont jamais là, et ainsi de suite. Donc, ça peut être aussi des facteurs qui font que des personnes ne participent pas là. Mais il ne faut pas oublier ici, c'est le deuxième groupe de déterminants, c'est l'enquête elle-même. L'enquête elle-même peut avoir des effets, que ce soit négatifs ou positifs, sur la participation des gens. On parle de sujets, donc ça dépend quel genre de questions on va poser aux gens. Est-ce que c'est des questions embarrassantes, des questions non embarrassantes? Est-ce que c'est trop confidentiel, peu confidentiel, et ainsi de suite? Est-ce que moi, en tant que participant, est-ce que je suis confortable avec le sujet qui est traité, et ainsi de suite? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? C'est un peu comme on a parlé pendant les élections américaines. On disait non, même si des sondages laissaient penser que Barack Obama allait gagner, mais il y a des gens qui ne voulaient pas dire je voterai contre lui, on va dire que je suis raciste, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu que le sujet lui-même peut pousser les gens soit à ne pas participer, et d'autres à fournir des informations qui ne sont pas correctes. Okay? Il y a la durée du panel aussi, donc vous ne pouvez pas garder les gens indéfiniment dans le panel. C'est sûr, à un certain moment, ils vont commencer à quitter ou ne pas participer tout le temps. On peut les avoir une fois, deux fois, mais peut-être 3, 4, 5, 6 fois, ça peut devenir trop pour certaines personnes. C'est sûr aussi que si vous enquêtez aujourd'hui, puis vous revenez 5 ans plus tard, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses qui arrivent et ça peut affecter aussi le taux de participation. Le nombre de visites, vous ne pouvez pas, comme je dis, enquêter les gens tout le temps, surtout que les gens sont très sollicités de toutes sortes
de sources. Il y a le mode d'entrevue aussi. Des fois, si vous envoyez des questionnaires, c'est pas comme vous contactez directement les gens, c'est pas comme si vous vous présentez directement à la porte et ainsi de suite. Donc, le mode d'entrevue aussi, ça peut être important. La longueur du questionnaire, ça devient très important. Il m'arrive moi-même d'avoir des gens qui m'appellent au téléphone pour dire, ça ne va pas prendre plus que 45 minutes. Mais c'est déjà 45 minutes. Vous dites, non, je ne suis pas prêt à embarquer. Là, vous créez des motifs. Vous dites, ah non, je pourrais vous rappeler plus tard, je serai plus disponible. Mais ça peut être une façon pour ne pas répondre. Mais si quelqu'un arrive et dit, bon, ça ne va pas prendre plus qu'une minute, en général, oh, oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, la durée de l'entrevue, la longueur des questionnaires aussi, vous pouvez accepter une fois, mais si vous vous rendez compte que ça a été très pénible, la prochaine fois, vous allez hésiter. Il y a le côté intervieweur aussi, hein, l'enquêteur, la personne qui fait l'enquête. Dans plusieurs études qu'on a consultées, il y a plusieurs qui mettent en cause l'enquêteur lui-même. Pas dans le sens qu'il est un mauvais enquêteur, mais ça peut être le fait de changer l'enquêteur. Si on le change, il y a des gens qui, comme si on casse leur attachement à l'enquête, et donc le fait de changer, ça peut inciter les gens à ne plus participer. Mais ça peut être l'enquêteur lui-même qui est mal formé, ainsi de suite. Et c'est pourquoi certains chercheurs vont dire qu'il faut focaliser le tout sur la formation des enquêteurs. C'est quelque chose à ne pas négliger. Il y a le maintien du contact. Est-ce qu'il est possible de maintenir le contact, de retracer les gens qui sont plus dans l'enquête? Donc tout ça, ça peut avoir des effets sur le taux de participation. Mais ce qui est un peu surprenant dans la plupart des études qu'on a consultées, c'est que malgré les taux de non-réponse qui peuvent atteindre presque 60%, je n'ai pas vu d'études qui disent que c'est un problème important. Okay. La plupart des études disent que c'est généralement faible, ou les conséquences de l'attrition et de la non-réponse sont généralement faibles. Okay. En d'autres termes, qu'on en prenne compte ou non, ça fait aucun. En quelque sorte, si vous voulez, tout le temps que j'ai passé avec Lee à monter le modèle, à l'estimer, à le faire tourner pendant des semaines et ainsi de suite, ça ne valait pas la peine, si vous voulez, en quelque sorte. Bon, je ne vous dis pas que c'est le cas ici avec le DTR, mais juste dire que les gens sont pour le fait qu'on doit exploiter les données de panel telles qu'elles existent aujourd'hui. On ne doit pas se soucier beaucoup des problèmes d'attrition. Il y a l'attrition, ça existe. Okay? C'est un phénomène auquel il faut s'intéresser, mais ça ne vaut pas la peine de se poser la question, dois-je utiliser les données d'un panel ou ne pas les utiliser? Ça, c'est d'après la littérature. Et ça, que ce soit aux États-Unis, en Europe, que ce soit sur des enquêtes économiques ou de santé ou sociales, paradoxalement, ils arrivent tous à la même conclusion, c'est que l'attrition ne mérite pas bon, il n'y a pas un problème d'attrition et par conséquent, on ne doit pas s'intéresser. Maintenant, je reviens rapidement, mais je n'ai pas beaucoup de temps d'aller là-dedans. Tout le temps, c'est un niveau de scolarité faible, c'est ça qui explique la non-participation. Scolarité faible, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, c'est des gens qui ont un faible revenu. Dans la plupart des études, on va tout le temps retrouver ces facteurs. Okay? Des gens peu scolarisés, faible attachement au marché du travail et proviennent du bas de la distribution de revenus. Donc, c'est des gens pauvres ou avec un faible revenu. Il y a cette étude ici, on est allé voir le nombre de non-réponses aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les non-répondants persistants. C'est des gens que vous n'allez jamais avoir. Ça, c'est un groupe particulier. Puis vous avez un groupe qui participe une fois puis disparaît. Il y a un groupe qui apparaît, disparaît, réapparaît, et ainsi de suite. Puis vous avez le dernier groupe qui est tout le temps dans l'enquête. Donc, vous pouvez constituer des groupes selon le nombre de non-réponses et aller voir si les mêmes caractéristiques qui expliquent le comportement. Il y a aussi un autre facteur, un autre élément, c'est les jeunes. Les jeunes aussi représentent un taux de non-réponse trop élevé. C'est la même chose dans les élections aussi. Donc, c'est des gens qui sont très mobiles,
Je ne sont peut-être pas très conscients non plus de l'importance de ces enquêtes-là, et ainsi de suite. Des fois, on parle de, je sais pas, il y a le célibataire aussi. Bon, célibataire avec jeunes, c'est corrélé aussi. On voit ici faible revenu, faible niveau d'instruction. Vous avez ici les fumeurs réguliers aussi, mais ça, c'est une enquête de la santé. C'est important qu'on s'intéresse à des facteurs-là. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est faible scolarité, faible revenu, faible attachement au marché du travail et être jeune aussi. Et ça, c'est des facteurs qu'on retrouve dans la plupart des études. Ici, dans l'enquête qui fait la comparaison entre les pays européens aussi, donc il y a aussi le fait que des gens déménagent, aussi, il y a un changement de l'intervieweur aussi, c'est important. Mais grosso modo, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est le statut socio-économique faible de la personne qui est un bon prédicteur de sa participation au marché du travail, à l'enquête. Mais ici, on commence à voir des sites comme ici, vous voyez, l'attrition ici a peu d'impact sur le classement des pays européens. Donc, même si vous avez des taux de non-réponse différents, qui sont expliqués par l'âge, le sexe, le revenu des ménages, l'activité sur le marché du travail, et ainsi de suite, ça reste quand même un phénomène qui peut être ignoré, si vous voulez. Donc, ça, c'est... la même chose ici, vous allez voir, il y a un faible billet de sélection qui découle de l'attrition. Okay? Donc, vous voyez ici les femmes plus jeunes ou plus âgées. Vous avez faible qualification. Là, on commence à avoir une idée sur les femmes étrangères. Comme on va voir dans notre étude, on a vu que les immigrants au Canada sont moins susceptibles de participer au panel aussi. Okay? La même chose, les autres enquêtes vont toutes donner des... Donc, vous voyez ici dans le Fitzgerald, donc il dit qu'en dépit du taux de réponse élevé, les auteurs trouvent que ceci n'a pas sérieusement affecté la représentativité de leur panel. C'est un panel américain, donc le Michigan Panel Study of Income Dynamics. Et les autres auteurs, Lee et Pani, ont étudié le panel pour l'ensemble des États-Unis, puis ils disent aussi qu'il n'y a pas de biais qui découle de ça. La même chose. Ici, vous pouvez voir le genre de billets que vous pouvez avoir ici. Donc, un individu qui n'aime pas les formalités serait peu disposé à coopérer avec les agences de recrutement. Il serait également peu disposé à participer à des entrevues de longue durée dans une enquête longitudinale. Si vous essayez d'observer le taux d'emploi des personnes, puis vous savez que les gens qui ne participent pas aux enquêtes pourraient peut-être être des gens qui ne participent, qui ne cherchent pas non plus un emploi parce qu'ils ont des problèmes lorsqu'il s'agit de faire des entrevues. Alors là, vous risquez de surestimer le taux d'emploi, des problèmes de communication. Il y a des gens qui n'ont pas de temps, donc avoir moins de temps pour participer aux enquêtes. Donc, vous voyez, mais si vous regardez ici, la conclusion est toujours la même. Ce n'est pas important de se soucier de ce problème. Donc, je peux dire que c'est très encourageant. La même chose pour les autres. Alors maintenant, si on revient à l'enquête sur la dynamique du revenu, du travail du revenu, qui nous intéresse ici, on a travaillé avec le deuxième panel, comme je disais tout à l'heure, qui a commencé en 1996 et a pris fin en 2001. C'est 5 ans entre chaque vague et un an. On a pris un échantillon de personnes qui sont âgées de 16 à 64 ans, en relation avec les variables qu'on va étudier, qui sont l'emploi et le salaire. Au départ, il y avait 23 598. Et donc, il y a un pourcentage ou un certain nombre qui quitte l'échantillon, qui se retrouve hors du champ de l'enquête, puis il y a un autre pourcentage qui refuse de participer à l'enquête. Okay? Et là, on se retrouve à la fin avec un taux de non-réponse. Vous pouvez voir à la dernière cellule, à droite et en bas, c'est un taux de non-réponse combiné, donc qui inclut le hors du champ d'observation d'à peu près 22%. Okay?
Mais si vous comptez les personnes qui ont été au moins une fois non répondants, c'est le 1/3. Donc, c'est à peu près 32%. C'est ces gens-là sur lesquels porte notre étude. Donc, dans l'enquête sur la dynamique du travail, des revenus, on essaie de récupérer des gens. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas répondu en 1997, mais il a répondu en 98. Vous pouvez avoir des gens qui participent à une vague particulière, mais qui en récupèrent par la suite. Donc, le DTR essaie de récupérer des gens qui ne répondent pas à la vague précédente. Il y a ici un petit constat, c'est qu'en 2000, on avait, si vous voyez 2 plus 4, la dernière colonne, en 2000, ça passe donc de 15,58 à 22,17. Il y avait un problème en 2000, je ne sais pas si c'est un problème technique ou qu'est-ce qui se passe, mais il y avait un saut important dans le taux de non-réponse à l'échantillon. Donc, ça augmente d'à peu près 7 points. Alors, regardons rapidement certaines caractéristiques des non-répondants. Hors champ, ça inclut les deux. Alors ici, je peux vous permettre de lire correctement les moyennes que vous avez dans le tableau. Donc, c'est en 1996 et en 2000. Puis, vous avez un groupe qui, l'année suivante, en 1997, est resté dans l'échantillon. Puis, vous avez un groupe qui a quitté l'échantillon. Alors, si vous prenez par exemple la première observation, ça veut dire que ceux qui sont restés à l'échantillon en 97 avaient en moyenne 38,3 années comme âge. Ceux qui étaient dans l'échantillon en 96, mais ils l'ont quitté en 97, avaient un âge moyen de 37,2. Okay? Donc la réponse ou non-réponse est intervenue en 97, mais on compare leurs caractéristiques en 96 parce que c'est en 96 qu'on les avait tous. Okay? Et on fait la même chose pour 2000. Alors, si on fait quelques comparaisons rapides, donc on voit ici, premièrement, au niveau de l'âge, on a un peu les répondants ont tendance à être en moyenne un peu plus âgés que les non-répondants. Et l'écart va être un peu plus important vers la fin du panel. Donc, ça passe à peu près à 3 ans d'écart. Être femme, ça ne semble pas avoir beaucoup d'impact, même si on trouve à la fin, on a un peu plus de femmes dans l'échantillon qu'au départ. Bon, un peu plus comparativement aux hommes. C'est ça. Maintenant, si on regarde les principales caractéristiques qui m'intéressent particulièrement, les migrants, par exemple, vous voyez qu'il y a plus d'immigrants dans l'échantillon des non-répondants, 24%, alors qu'ils ne sont que 18% dans l'échantillon des répondants. Donc, il y a tendance à avoir plus d'immigrants en proportion. Les immigrants sont plus susceptibles de se retrouver parmi les non-répondants que parmi les répondants. Si on regarde l'attachement au marché du travail, donc, vous voyez ici, les répondants présentent un taux d'emploi de 77% contre à peu près 74% chez les non-répondants. Et vous voyez ici que la même situation se retrouve en 2000. Le salaire horaire aussi, vous avez un peu un écart, mais l'écart devient plus important avec le temps. Le revenu familial aussi, vous voyez qu'il y a des écarts. Donc, bref, si on regarde ce tableau-là, on commence déjà à avoir une idée au niveau des caractéristiques qui peuvent distinguer les non-répondants des répondants, mais ça reste quand même, c'est des comparaisons très brutes et ça prend des modèles pour s'assurer quelles sont les variables qui sont plus significatives que d'autres. Alors là, si on regarde ce tableau, on regarde le taux de non-réponse, on commence à se poser la question comment on va faire pour analyser cette problématique. Comment on va répondre à notre question de départ? Est-ce qu'il y a vraiment un biais qui découle de ce problème de non-réponse? Okay? Donc, rappelez-vous, comme je l'ai toujours dit, qu'un taux de non-réponse élevé, ça ne veut pas dire nécessairement une mauvaise chose. Mais un taux de non-réponse faible, ça ne veut pas dire nécessairement une bonne chose. C'est très relatif. On a vu les différences dans les caractéristiques entre les deux groupes. Il semble y avoir certaines différences.
mais on veut voir ce qu'elles sont importantes. Lorsqu'on va analyser ce problème, il faut d'abord spécifier qu'est-ce qu'on veut analyser exactement. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on veut analyser exactement? Remarquez ici qu'il y a deux composantes des gens qui ne sont pas dans l'échantillon. C'est les gens qui ne répondent pas, puis les gens qui sont hors champ de l'enquête. Est-ce qu'il faut les étudier séparément? Certaines études disent oui. Ce n'est pas les mêmes groupes. Ce n'est pas des comportements similaires. Quelqu'un qui n'est plus au Canada, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui dit « moi, je ne participe pas ». C'est deux comportements complètement différents. Il faut donc les dissocier ou les séparer. Il faut les étudier séparément. Ou bien, si vous voulez faire une chose simple comme nous, mettre les deux ensemble et dire, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on reste ou on ne reste pas dans l'échantillon. Peu importe. Est-ce que parce qu'on refuse ou parce qu'on a déménagé ou parce qu'on est mort ou je ne sais pas, n'importe. Un autre élément qu'on peut étudier, c'est un peu la persistance de la non-réponse. Est-ce que quelqu'un qui ne participe jamais, c'est comparable à quelqu'un qui participe, disons, 5 fois sur 4, 4 fois sur 5, ou 2 fois sur 5, et ainsi de suite. Donc, on peut s'intéresser aussi au nombre, comme l'ont fait certaines études, se voir le nombre de fois ou la force de la participation à l'enquête. Vous vous intéressez au moment de l'attrition aussi. Vous pouvez dire, moi, je m'intéresse aux gens qui ne répondent pas à la fin ou au début, et ainsi de suite. Il y a aussi un problème dont on ne parle pas souvent lorsqu'on analyse les problèmes de non-réponse et d'attrition, c'est que il y a la non-réponse complète. C'est quelqu'un qui vous dit carrément, moi, je ne réponds pas. Okay? Donc, vous n'avez aucune information, vous n'avez rien à mettre sur le questionnaire. Okay? Mais il y a la non-réponse partielle. Alors, non-réponse partielle, c'est quelqu'un qui répond, mais ne donne pas toute l'information. Si vous allez examiner les bases de données, vous avez toujours non déclaré, ou refus, ou ne sait pas, ou des choses comme ça. Ça, c'est des formes de non-réponse aussi. Okay? Donc, on peut aussi s'intéresser à la non-réponse partielle. Donc, même si la personne est présente, donne son nom, son âge, et ainsi de suite, mais s'il ne répond pas à 50% des questions, ça reste quand même important. Il faut aussi décider quelles sont vos variables d'intérêt. Vous voulez étudier la non-réponse par rapport à quoi? Si quelqu'un veut étudier l'offre du travail, comme nous on le fait, le salaire, quelqu'un d'autre pourrait s'intéresser, je ne sais pas, à la participation à l'éducation postsecondaire. Je ne sais pas, vous pouvez imaginer toutes sortes de variables qui pourraient vous intéresser. Et donc, c'est par rapport à ces variables que vous choisissez que vous allez analyser l'attrition. L'attrition peut avoir un effet sur l'offre de travail, mais il se peut qu'il n'ait aucun effet sur le salaire ou sur la participation aux études, ou je ne sais pas. Donc, de façon générale, il faut bien spécifier par rapport à quoi. Comment? Ça reste encore, ça c'est la question la plus. Même si vous définissez, voilà ce que je veux, vous avez juste défini le début des sujets, mais le plus important, ça reste dans le comment. Comment vous allez utiliser l'attrition? Quel modèle allez-vous utiliser? Est-ce que vous avez toutes les variables nécessaires pour modéliser correctement la participation à l'étude? Okay? Ça, c'est vraiment je trouve ça, c'est le point le plus crucial dans l'analyse de l'attrition. Est-ce que vous avez tous les éléments nécessaires, toute l'information nécessaire pour analyser l'attrition? Alors, vous voyez, vous comprendrez que dans notre cas, on n'a pas toute l'information et surtout, on n'a pas l'information sur le déroulement de l'enquête sur le terrain. Ça, vraiment, on ne sait pas comment ça s'est passé. On va baser notre étude seulement sur les données qui sont dans la base donnée de DTR. Et encore plus, est-ce que vous avez toute l'information? Okay? Si vous demandez à un sociologue ou un psychologue d'analyser le comportement de la personne, puis il commence à vous donner des variables qui peuvent influencer sa participation dans l'enquête, mais ces variables, vous ne les avez pas nécessairement dans l'enquête. Okay? Donc, ça peut limiter, en quelque sorte, votre étude. Alors, nous, on est parti d'une modélisation, je ne dirais pas simple, mais ça commence simple, mais après, ça devient très compliqué. Alors, de façon générale, si vous considérez un panel qui est composé de T vagues, donc il y a T passages, dans notre cas, c'est 6, commence en 1996 et se termine en 2001. Puis la non-réponse, ça commence à partir de la deuxième vague. Donc, nous, on ne s'intéresse pas à la non-réponse initiale, hein, parce que là, on n'a pas d'informations sur les gens qui ont été retenus, qui ne sont pas dans l'échantillon. Aucune information
Statistique Canada ont certainement cette information. Mais nous, en tant qu'utilisateurs de ces données-là, on n'a pas cette information. Donc, on est obligé de commencer avec l'hypothèse que tout le monde participe au départ. Et par conséquent, la non-participation, ça survient à partir de la deuxième vague. On va aussi considérer que la non-réponse est un état absorbant, donc absorbant avec A, absorbant dans le sens où, pour faciliter notre modélisation, on était obligé de supposer que si quelqu'un quitte l'échantillon, il ne revient jamais par la suite. Il ne revient jamais par la suite, mais c'est avéré par la suite que cette hypothèse n'a pas beaucoup d'impact dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde qui revient à peu près... mais comme vous avez vu tout à l'heure, il y a comme 10% d'écart. Si vous considérez la non-réponse comme état absorbant ou non, il y a un écart de 10 points. Donc, on espère que ça ne fait pas beaucoup d'impact. Mais le problème, c'est que quelqu'un quitte l'échantillon et revient. Vous avez perdu de l'information pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, vous ne pouvez pas l'utiliser dans un modèle. Et nos variables d'intérêt sont deux, c'est être employé puis le salaire. Donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est quel est l'impact de la non-participation pour la perte d'une partie de l'échantillon sur quelqu'un qui a des équations d'estimation de la participation au marché du travail et le salaire. Alors là, on a un modèle de cette façon. Donc, vous voyez, c'est un modèle séquentiel. Donc, vous commencez à chaque vague, vous allez chercher votre échantillon. Il y a des personnes qui répondent, il y a des personnes qui ne répondent pas. Okay? Donc, tout ce qu'on observe, on observe le comportement. Okay? La personne participe ou ne participe pas. Et on a noté ça par une variable indicatrice qui prend la valeur 0 si la personne ne participe pas, et la valeur 1 si elle participe. Donc, ce n'est qu'une personne que si la personne participe, qu'on peut observer ce qu'elle est employée ou non. S'il ne participe pas, on n'a pas d'information, il est censuré. Et donc, un répondant peut être employé, non employé ou employé. Et là encore, on a une variable indicatrice E qui prend 0 si la personne n'est pas employée, ou 1 si la personne est employée. Là, ça va vous donner une dernière séquence, c'est qu'une fois la personne est employée, vous observez le salaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, vous voulez vous intéresser au salaire, il faut que la personne soit employée et il faut aussi qu'elle ait participé à l'enquête. Donc, en d'autres termes, si vous estimez l'équation de salaire à partir des données qui sont disponibles, c'est conditionnel à E égale à 1, ça veut dire que la personne est employée, et A est égal à 1, ça veut dire que la personne est restée dans l'échantillon. Donc là, ça reste quand même une équation estimée conditionnellement ou en supposant que la personne est restée dans l'échantillon puis il est employé. Maintenant, quelle serait une équation de salaire si on suppose que les gens qui ne sont plus dans l'échantillon étaient restés dans l'échantillon? Okay? Donc, en fait, c'est ça ce qu'on va appeler la correction du biais de sélection, c'est de dire que voilà quelle serait l'équation de salaire si tout le monde était resté dans l'échantillon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une équation pour la participation. Il faut modéliser ce comportement. Ça prend une équation pour l'emploi. Et puis enfin, ça prend une équation pour le salaire. Okay? Donc, vous voyez un peu, ça devient déjà compliqué de mettre toutes ces équations ensemble. Okay? C'est compliqué parce qu'il y a 3 équations, mais c'est compliqué aussi parce que vous avez plusieurs vagues. C'est ça aussi. Donc, en fait, il y a autant d'équations que de vagues. Il y a 3, puis il y a 6 vagues. Ça fait 3 fois 6, c'est 18. D'accord. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails sur la méthodologie qu'on a utilisée pour estimer le modèle. Vous avez le papier. On donne plus de détails, mais ça prend rapidement. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Ça prend une équation de participation à l'enquête. Donc, vous dites que donc, cette équation détermine le comportement de la personne par rapport à l'enquête. C'est une variable, en général, on ne l'observe pas, mais on observe juste une réalisation, A égale à 1 ou A égale à 0, si cette variable est positive ou si elle est négative. C'est un peu le modèle logistique.
Vous connaissez. Donc, le comportement est déterminé par certaines variables. Donc, ça, c'est le comportement à l'instant t qui dépend des variables observées à l'instant t-1. C'est normal parce que si quelqu'un ne répond pas en 97, par exemple, vous n'observerez pas ces caractéristiques. Alors, ce qu'on utilise, c'est les données de 96. Donc, on est obligé, là, on n'a pas de choix, que d'utiliser des variables de l'année précédente. La même chose pour l'emploi. Donc, la probabilité d'être employé va dépendre de certaines caractéristiques observables. Puis, vous avez donc une réalisation de cette variable qui est donnée par une variable indicatrice. Okay, qui prend 1, c'est les positives, et 0, c'est les négatifs. La même chose pour l'équation de revenu. Donc, un vecteur de variables observées, c'est W fois un coefficient, un vecteur de coefficient bêta qu'il faut estimer. Okay. Alors maintenant, vous avez trois termes aléatoires ici, c'est epsilon 1 pour l'équation de participation, epsilon 2 pour l'équation d'emploi, puis epsilon 3 pour l'équation de salaire. Maintenant, si vous voulez tenir compte de la sélection, il faut permettre aux trois termes d'être corrélés librement. Donc, permettre toutes sortes de corrélations possibles entre ces trois termes. Donc, si vous revenez au modèle que j'ai présenté tout à l'heure, donc la seule façon, ou la façon pour estimer ce modèle, en tenant compte de la décision de participer, la décision d'être employé et le salaire, c'est de permettre à ces termes aléatoires d'être corrélés. Alors, bien sûr, ça devient presque impossible d'estimer ce modèle en permettant une corrélation libre entre les trois termes. Parce que ça implique 3 fois TI, là. Ça peut aller jusqu'à 16. Si vous utilisez un vecteur normal, ça peut impliquer un vecteur à 16 éléments. Okay? Donc, vous voyez que déjà, c'est pas facile d'estimer une bivariée, c'est déjà à 2. Ça commence à être compliqué. À 3, c'est encore plus. Et à 18, imaginez, je ne crois pas qu'il y a un ordinateur qui va vous estimer ça. Et même s'il le fait, ça serait n'importe quoi. Okay. Alors, on était obligé de passer par des simplifications. La première simplification, c'est d'utiliser un modèle aléatoire, à effet aléatoire. C'est décomposer chaque terme aléatoire en deux composantes. Une individuelle, c'est U1i ici, U2i, U3i. Puis il y a une autre qui, elle, va rester indépendante. Donc, on va passer de 3 fois TI à 3. Okay? Donc, il va y avoir juste maintenant U1, U2 et U3. Donc, on va juste aller estimer la corrélation entre ces trois. Donc, c'est une grande simplification, mais elle n'est pas suffisante non plus pour quelqu'un qui veut estimer ça pratiquement. Alors, une deuxième simplification, c'est d'estimer le modèle en deux étapes. C'est un peu comme à la méthode de Heckman. Vous commencez par estimer une équation de participation, de sélection, puis après vous introduisez des termes de correction dans l'équation de salaire. Ici, on a fait la même chose. On a commencé d'abord par estimer les équations de sélection. Ici, c'est la participation et l'emploi à l'aide d'un modèle bivarié censuré. Bivarié censuré, ça veut dire qu'on observe d'abord la participation, puis dépendamment de la participation, on observe l'emploi. Donc ça, c'est pas comme un modèle bivarié général. Vous pouvez observer la variable pour les deux. Si vous avez un modèle bivarié, vous allez avoir ce que vous avez ici, vous allez l'avoir ici aussi. Alors ici, vous remarquez que l'emploi est censuré pour les non-dépendants. Donc ça donne un bivarié, un modèle bivarié censuré. À l'étape 2, on va estimer l'équation, on va aller chercher à partir de l'étape 1 des termes de correction qu'on va inclure dans l'équation de salaire, un peu comme ça se fait. Et on utilisait une méthode qui a été suggérée par Ham en 1982. C'est un peu une généralisation de la méthode de Heckman. La méthode de Heckman est basée sur un seul critère de sélection. Ici, on a deux critères de sélection. C'est la participation et l'emploi. Alors, je vous présente rapidement les résultats empiriques auxquels on a abouti. Donc, premièrement, en regardant juste l'équation de participation, c'est elle qui nous intéresse le plus. Mais rappelez-vous qu'on a estimé les deux équations ensemble. Okay.
on a permis la corrélation entre les deux pour voir un peu si l'équation de participation est corrélée avec l'équation d'emploi. En fait, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est dire est-ce que les gens adoptent un comportement vis-à-vis de l'enquête dépendamment de leur situation d'emploi. Alors, si on regarde juste les termes un peu significatifs, vous voyez ici, vous voyez l'âge ici n'a pas vraiment d'importance dans ce panel. Mais si vous regardez les femmes, donc être une femme, ça veut dire avoir plus de probabilité de participer à l'enquête. Immigrants ici, ça quand même, on était surpris d'avoir des coefficients assez importants. Immigrants, encore plus si l'immigrant fait partie des minorités visibles, ça réduit encore davantage le taux de participation à l'enquête. Les personnes qui sont mariées, c'est des gens qui sont relativement stables, qui ont plus tendance à participer. Il y a aussi un autre résultat qui concorde avec les études existantes, c'est le statut socio-économique, si vous voulez, donc, qui est donné ici par le diplôme. Vous voyez, les gens, plus on est scolarisé, plus on a tendance à participer au panel. Et ça, c'est un résultat général. Les gens scolarisés ont tendance à participer de façon générale, que ce soit des enquêtes, mais aussi que ce soit aux élections, donc à la vie politique, à la vie sociale. Il y a des études qui ont été faites sur la participation aux élections. On a trouvé que les gens scolarisés ont tendance à participer beaucoup plus que les gens peu scolarisés. Et donc là, ça se confirme dans ce panel aussi. Ici, on a la zone urbaine, les gens du milieu urbain participent plus, mais attention, ça dépend aussi de la taille de la population urbaine. Plus la taille augmente, moins les gens vont participer. Ça aussi, ça rejoint les résultats existants. C'est un peu surprenant de voir les propriétaires de logements en taux de participation relativement faible. Mais ici, c'est évident, quelqu'un qui a déménagé durant l'année, il y a un grand risque de le perdre. Et puis, notre variable d'intérêt, c'est le log de revenu familial. Donc, plus votre revenu familial est élevé, plus vous allez participer. Et là, ça revient à ce qu'on a dit au départ. Si on commence à perdre des gens avec de faibles revenus, on a tendance à avoir vers la fin du panel, un échantillon où les gens proviennent plus de familles avec des revenus élevés. Et par conséquent, on a une distorsion où les gens à faible revenu ne sont plus bien représentés. L'état de la santé, c'est les gens qui sont en bonne santé, restent aussi dans l'échantillon. Les gens qui ont un mauvais état de santé, donc peut-être ils ne sont pas disponibles pour participer, peut-être qu'ils sont hospitalisés, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la corrélation entre les termes aléatoires ici, c'est-à-dire le terme aléatoire de l'équation de participation et l'équation d'emploi. Donc, il y a une corrélation positive. Okay? Donc, il y a une corrélation. Donc, conditionnellement à ce qui est observé, donc toutes les caractéristiques, il reste quand même que les gens qui sont plus susceptibles de participer à l'enquête sont aussi les gens plus susceptibles d'être employés. Okay? Donc, il y a une corrélation positive entre rester dans l'échantillon et être employé, mais comme vous voyez, la corrélation n'est pas très élevée. Mais elle reste quand même qu'elle est positive et significative au niveau 5%. Au niveau de l'équation de salaire, c'est l'équation ajustée du biais de sélection. Je commence par présenter les résultats pour les termes de corrélation. Alors, il y a deux termes de corrélation qui sont introduits. Un terme qui provient de l'équation de participation et un terme qui provient de l'équation d'emploi. Ils ont tous les deux des coefficients significatifs. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une corrélation significative entre les termes aléatoires des équations de salaire d'une part, des équations de participation et d'emploi d'autre part. Est-ce que cette corrélation est positive ou négative? Elle est positive parce que si vous allez voir dans le papier, le moins, ça devrait devenir plus. En fait, le moins, par exemple, si vous regardez ce terme, moins 1,0115, ça estime moins la covariance, donc c'est moins la covariance entre le terme aléatoire d'équation de salaire et le terme aléatoire de l'équation de participation. Donc, si vous enlevez le moins, ça devient une covariance positive. Alors, on a estimé que, en tenant compte de ces résultats pour les termes de correction, c'est que si les gens qui ont quitté l'échantillon sont restés dans l'échantillon, okay? S'ils sont restés dans l'échantillon, ils ne sont pas partis, on allait avoir
un salaire moyen, c'est un salaire horaire ici, qui est de 9,5% ou à peu près 10% plus élevé que ce qu'on observe dans l'enquête actuellement. Okay? Donc, à cause de ces facteurs qui sont liés à l'emploi, qui sont liés au fait qu'on a un faible revenu, on a tendance à surestimer le salaire avec le temps, vers la fin du panel. On a tendance à surestimer le salaire horaire d'à peu près 10%. Okay? Maintenant, est-ce que c'est important ou c'est pas important? C'est à discuter. Maintenant, si vous voulez faire une comparaison, si je fais la correction par rapport à si je ne la fais pas, il n'y a pas peut-être il y a des fois où c'est des écarts qui diffèrent. Par exemple, ici pour les femmes, l'écart entre hommes et femmes va tomber à 17%. Si vous tenez compte de ces facteurs d'attrition, etc. Si vous ignorez, vous avez un écart de 23%. Okay? L'écart entre les immigrants et les non-immigrants, donc surtout pour les minorités visibles, vous voyez, si on utilise les données brutes, ça nous donne 16%, mais si on tient compte de ces facteurs de participation à l'enquête et d'emploi, ça tombe à 10%. Et ainsi de suite, on a aussi tendance à surestimer les rendements à l'éducation si on ignore les problèmes d'attrition, et ainsi de suite. Donc, bref, qu'est-ce qu'on arrive à quoi on aboutit comme conclusion à travers notre étude? Premièrement, il ne faut pas se poser la question pourquoi il y a des non-réponses. Il va y avoir toujours des non-réponses. Ce qui est important, c'est juste se poser la question, c'est quoi l'ampleur et les conséquences de non-réponse. Okay? Surtout lorsqu'il s'agit d'enquêtes, lorsque vous faites des études qui pourraient avoir un impact sur les politiques publiques ou les connaissances académiques. Donc, si vous faites une recherche pour vous-même, personne ne verra votre recherche, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous faites des études qui peuvent avoir un impact, où les résultats peuvent être traités, que ce soit par le gouvernement ou par les médias, par la population, c'est important de se poser la question sur les conséquences. Au niveau de l'enquête, comme je l'ai dit, pour le DTR, Statistique Canada prend toutes les mesures pour nous fournir des données de très bonne qualité, mais ça n'empêche pas qu'une étude, ça comprend beaucoup de variables, ce n'est pas nécessaire qu'on contrôle pour l'ensemble. Des fois, on a besoin à ce qu'il y ait des parallèles, surtout de la part des personnes indépendantes de Statistique Canada, des chercheurs universitaires, ça inclut les étudiants bien sûr, de faire un exercice d'évaluation. Il y a beaucoup de panels, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, et c'est bien d'éclairer un peu les utilisateurs de ces données-là sur les sources de problèmes possibles. Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais il se peut qu'il y ait un problème, et c'est bien de l'étudier. Nos résultats indiquent qu'il y a que le comportement vis-à-vis de l'enquête n'est pas aléatoire à 100%. Il y a les répondants, les non-répondants ont certaines caractéristiques qui les distinguent des autres, qui sont plus ou moins, on a une image plus ou moins claire de qui sont les gens qui sont plus susceptibles de quitter l'échantillon entre une vague et une autre. Il y a une corrélation statistiquement positive ici. Ce qui nous a intéressé, nous en particulier, c'est que les gens qui participent ont une plus grande chance d'être employés, puis ici, ils ont une plus grande chance d'avoir un salaire élevé. Des fois, les facteurs qui affectent la participation affectent aussi l'emploi et le salaire. Maintenant, il faut juste considérer cette étude comme un début, même si on a commencé il y a plusieurs années. Mais on a toujours aimé retourner pour faire des analyses plus fines, des analyses plus simples, plus compréhensibles aussi. Lorsqu'on présente notre papier à des gens, etc., les gens ne comprennent pas souvent. C'est un papier pour les statistiques, pour une revue statistique, pour une revue de marché du travail, pour une revue économique. On doit trouver un peu une direction plus claire pour notre papier, et peut-être en simplifiant un peu davantage des analyses. Comme vous allez voir dans le papier, c'est pas aussi évident que ça.
Parmi les autres choses qui restent ouvertes à étudier dans le cas de l'attrition, que ce soit pour le DTR ou pour les autres panels, il y a lieu, c'est important de distinguer entre non-réponse et se retrouver hors du champ. Il y a lieu aussi de retenir compte du retour des non-répondants dans l'échantillon. Mais ça prend à trouver des solutions pour le fait que les gens qui retournent, on a déjà perdu l'information qui les concernait pendant la vague où on n'était pas là. Il y a lieu aussi de combiner des informations sur l'enquête elle-même. Mais ça prend l'implication de Statistique Canada. Il faut aller voir les enquêteurs, la durée des entrevues, les types de questions qui sont posées. Ça peut impliquer aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement des sciences économiques, mais de sociologie ou de psychologie, ainsi de suite. Ça, c'est important. Le quatrième point, c'est on a mis en place un modèle, on a pensé à certaines variables qui pourraient affecter la participation. C'était aussi fait par rapport à ce qui est disponible dans les bases de données. Maintenant, il fallait faire un autre exercice, c'est de dire, voilà de façon générale des caractéristiques qui pourraient affecter la participation à l'enquête. On va voir celles dont on dispose, on va les prendre en compte, et celles dont on ne dispose pas dans l'enquête, on va suggérer que ça soit inclus dans les enquêtes futures. Puis enfin, voir un peu aussi la modélisation, donc le côté méthodologie, en sorte que aboutir à des résultats qui sont robustes, si vous voulez, qui sont définitifs et qui donnent une idée assez claire sur l'ampleur et les conséquences de la non-réponse. Bon, c'était tout pour ma présentation et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci.